Sur cette photo, on peut voir papa et le drapeau français. Pour lui, c'est vraiment le signe de l'engagement patriotique. Oui. Papa et ses frères d'armes ont participé grandement à la libération de la France. Lorsque j'ai eu 16 ans, il a voulu raconter son histoire. Et donc, il m'a sorti sa boîte à Pandore. À 16 ans, entendre parler d'un père sanguinaire, de tout ce qu'il avait fait, ça m'avait révoltée. Mais lorsqu'il a commencé à me parler de ces familles qu'ils avaient sauvées, des gens qui les avaient cachés et protégés, et de ces enfants qu'il fallait défendre, j'ai eu un autre regard. Il me disait toujours, à la guerre, c'était à la guerre. C'était la vie ou la mort. Albert Colombani est né en 1919 en Polynésie, sur l'île de Wainé. C'est dans cet archipel qu'il passe sa jeunesse et travaille quelques années dans une mine de phosphate. La Seconde Guerre mondiale vient alors bousculer son destin. Son père, très marqué par le premier conflit mondial, encourage Albert et ses frères et sœurs à défendre la patrie. Il avait assisté au bombardement et à la destruction de Papeete par les Allemands en 1914. Animé par un sentiment patriotique, Albert s'engage alors comme volontaire pour les forces françaises libres en octobre 1941, suivi de près par son jeune frère Étienne. C'est le début d'une histoire qui marquera à tout jamais leur vie et dont Maëva, la fille d'Albert, entretient aujourd'hui le souvenir. En 1941, c'était le vrai engouement dans la famille Colombani, puisque la fratrie de mon père s'engage dans les forces de la France libre. Et son dernier petit frère, Étienne, qui voulait lui aussi s'engager, n'était pas encore majeur. Il voulait absolument accompagner papa dans cette bataille et papa a préféré l'attendre. C'est donc en 1943 que tous les deux s'engagent. Papa et ses 9 compatriotes, dont son frère Étienne, s'embarquent donc pour Glasgow pour servir en tant qu'SAS. La SAS, c'est la Special Air Service, une unité de force spéciale de l'armée britannique. Elle va entraîner des véritables commandos. C'était des machines de guerre. C'est comme ça qu'il m'avait dit qu'ils étaient définis. Une fois arrivés à Glasgow, papa et ses frères d'armes sont conduits dans un centre pour être formés à devenir des parachutistes. Pendant l'entraînement, ils étaient réveillés à toute heure, dans tout temps. Ils devaient sauter même en plein hiver, c'est ce qui le faisait le plus souffrir. Il me parlait des escarres qu'il avait, et du froid qui était très rude, et parfois aussi du peu de nourriture, parce qu'il fallait les préparer à cette guerre qui était quand même terrible. Mais ça a forgé son caractère et au-delà de toutes les plaintes qu'il pouvait avoir, il savait pourquoi il s'engageait. Au bout de 3 mois, ils obtiennent donc leur diplôme de parachutiste. Papa m'avait raconté que le premier saut, on le faisait in live, il n'y avait pas vraiment de préparation. On sautait tout simplement. Il vivait ça comme une super mission. J'avais l'impression que c'était 007. Parfois, des fois, papa, quand il parlait, c'était une vraie poussée d'adrénaline de sauter en parachute. Et il se mettait tout de suite en mission commando dès qu'il sautait. Lorsque les forces alliées débarquent en Normandie, ils sont 80 parachutistes, dont papa et ses frères d'armes, à être parachutés en Bretagne, derrière les lignes allemandes, pour les premières offensives. C'était en pleine nuit. Ils ne se sont pas trop posé la question de où ils étaient. C'est quand le jour s'est levé qu'ils ont réalisé qu'ils étaient en France. Lui, il m'a juste dit qu'il se rapprochait un peu plus de la Corse. C'était très important pour lui, cette action, puisque c'était une action patriotique.
d'une offensive, Étienne, le frère de papa, a été arrêté par les Allemands, donc envoyé dans des camps de prisonniers dans lesquels il a vécu énormément d'horreurs et ils ont été torturés. On leur arrachait les ongles, on leur envoyait des courants électriques, on leur a même demandé d'ouvrir des ventres de femmes enceintes. On leur a demandé de participer à des choses horribles que j'ai pas trop envie de raconter. Papa a pu, lui, s'échapper. Papa était en recherche permanente de son frère. Il s'est senti très responsable parce que c'était lui qui l'avait emmené en France pour la guerre. Papa était le grand frère de sa fratrie. Il s'appelle Matahiapo. En tahitien, ça veut dire aîné, mais ça a une connotation plus forte. Oui, tu portes ta famille. Tonton Étienne avait une santé fragile, donc pour toute la famille, c'était un petit peu le petit frère à protéger. Et je pense que ça lui a donné plus de force encore de combattre les Allemands parce qu'ils avaient embarqué son petit frère. Les familles françaises ont beaucoup aidé les patriotes polynésiens. Ces familles n'hésitaient pas à un seul moment à les cacher et à mentir pour eux. Ils disaient que c'était extraordinaire, que c'était ce qui leur donnait encore envie de se battre encore plus fort. Dans une famille qu'il avait cachée, il avait sympathisé avec une petite fille qui avait 8 ans, qui s'appelait Réjeanne, et avec qui il avait vraiment entretenu une belle amitié. Parce que c'est elle, en fait, qui avait trouvé mon papa et qui l'avait ramené chez elle. Et je pense qu'il s'est attaché à cette petite fille parce qu'il en parlait souvent, puisqu'ils ont entretenu quand même un courrier pendant un moment. Et cette petite fille lui a certainement apporté de la joie. Il me disait que son père et son grand-père, c'était des paysans, mais des gens au grand cœur. Mon papa, en Bretagne, il a aussi formé des paysans, des volontaires, qui leur ont aussi demandé de les aider à se battre et à faire face aux Allemands. Et papa, il ne fallait pas lui demander ça 2 fois. C'était un gars engagé. Et en Bretagne, c'est ce qu'il a fait. Parmi les paysans bretons, il y avait aussi des femmes. On le voit avec des amis de la guerre. C'était une journée un petit peu festive où on se retrouvait avec juste du pain parfois et du saucisson. Ça leur permettait de retrouver une vie normale, une vie un peu plus joviale au milieu de 4 années difficiles quand même. Alors il m'avait dit à l'époque qu'il avait eu des amoureuses dans son parcours à ce moment-là. C'était quand même un joli acteur, mon papa, donc oui, c'est aussi l'histoire de cette épopée. Après 2 mois passés en Bretagne, à affronter les Allemands, Albert Colombani poursuit les combats dans la Loire, où l'armée allemande bat en retraite. Il remonte ensuite jusqu'en Belgique et aux Pays-Bas, avant de rentrer en France pour la libération. Pour papa, la libération, ça a été un immense bonheur. Il y avait une belle allégresse, il y avait du monde partout, dans les rues, tout le monde sortait. Ils ont été loués, remerciés. Il a été très, très, très touché par toute l'affection qu'on a pu leur porter à ce moment-là. Et malgré cette grande joie qu'il éprouve, il y a un goût amer. Il a enterré des frères d'armes aussi, avec qui il a partagé des moments forts. Après la libération, papa va être cantonné entre Paris et la Bretagne, toujours à la recherche de son frère Étienne. Il va retourner voir les familles qui l'ont accueilli, qui l'ont caché. C'est important pour papa d'aller dire au revoir à ses familles, puis leur demander aussi s'ils avaient des nouvelles de son frère, de l'informer. Et donc, papa leur avait donné son adresse en Polynésie. En mars 1946, papa embarque sur le bateau qui les ramène, lui et tous les volontaires engagés en Polynésie. Sur le Sagittaire, ils étaient 2000 à avoir embarqué, alors que ce bateau ne pouvait porter que 200 passagers.
C'était très, très mouvementé, on va dire. Le Sagittaire est chargé, hein. Il faut faire quelques petites réparations. Donc, il s'arrête à Fort-de-France, en Martinique, environ 2 semaines pour procéder aux réparations du bateau. Mon papa est comme à son habitude, hein. Donc il décide d'aller à l'aventure dans la ville de Fort-de-France. Il sympathise donc avec des familles martiniquaises. Et puis une famille lui offre une petite chienne, Loulou Blanche, qu'il ramène se cacher sous sa jaquette sans que personne ne sache que cette petite chienne est collée à son corps. Je pense que c'était très important pour lui de revenir avec quelque chose parce que il était revenu sans son frère et il ne peut même pas leur expliquer qu'est-ce qu'il est devenu parce qu'il ne sait rien. Donc cette petite chienne est venue adoucir un petit peu le retour. Le 5 mai 1946, il touche le sol de Tahiti. À Papeete, tout est fermé. C'est la grande fête. On reçoit tous ces soldats engagés, ces enfants polynésiens partis pour la patrie. Et toute la famille de papa les attend. Papa leur a vite expliqué que Étienne avait été embarqué et qu'il avait laissé des consignes pour qu'on le retrouve. Peu de temps après son retour en Polynésie, Albert épouse Vaïté, avec qui il aura 6 enfants. Il occupe un poste de policier municipal à Papeete avant de rejoindre la brigade de la police des frontières. En 1969, plus de 20 ans après la fin de la guerre, Étienne redonne miraculeusement signe de vie. Traumatisé par son vécu dans les camps de prisonniers, il se terrait en France avec ses souvenirs traumatisants. Papa avait pratiquement 50 ans quand il a retrouvé son frère, donc c'était pas simple. Il y a eu plus de 20 ans d'attente difficile, mais lorsqu'il est revenu avec son frère, ça a été le plus beau cadeau qu'il a fait à la famille. Dans ces derniers moments, tonton Étienne a habité avec nous et aujourd'hui, il dort à jamais, il repose à jamais à côté de son frère Albert.